Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animédia, votre émission 100% cinéma d'animation. Je suis Sylvain, alias Phlegmatique, et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, Arc-en-Ciel, Bijoux de famille et Yakuza. Salut la famille! Annecy, jour 3, il fait toujours aussi beau, il y a toujours autant de monde, on mange toujours des sandwichs au reblochon, on dort toujours aussi peu, mais on voit toujours de très beaux films d'animation. Et pour cet troisième épisode, on est parti sur un grand écart, un double grand écart même, puisque je vais vous parler de 3 films bien distincts. D'abord, Arco de Hugo Bienvenu, Fixed de Genndy Tartakovsky et Ausenka de Kinoshita Baku. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je le dis maintenant en début d'épisode, eh bien, si vous aimez Animédia, si vous aimez ce que je vous propose autour du Festival d'Annecy, eh bien, vous connaissez, partagez, commentez, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles, abonnez-vous bien sûr, faites voilà ce que vous voulez. Chaque petit geste compte pour essayer de faire connaître Animédia de plus en plus dans la sphère du podcast francophone de cinéma. Il n'y a pas de petits gestes, hein, vous connaissez la formule, mais franchement, ça me permet aussi de récupérer un petit peu d'énergie via vos messages de soutien, vos likes. Ça m'aide beaucoup à continuer de vous proposer du très bon contenu pour la suite de cette semaine. On n'en est qu'au 3e jour, hein, il reste encore au moins la moitié derrière et on a encore de très très belles choses à voir. Mais je peux vous dire tout de suite qu'il se peut que déjà dans cet épisode, vous aurez le droit à mon premier coup de cœur de la compétition officielle. Et est-ce que ce ne serait pas d'ailleurs le premier film dont on va parler dans cet épisode ? Allez, c'est parti. J'ai commencé ma journée avec l'un des films, je pense que j'attendais le plus cette semaine, qui avait déjà bénéficié d'un bon bouche à oreille de la part de plusieurs festivaliers. C'était Arco de Hugo Bienvenu. Qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, c'est l'histoire d'un enfant venu d'un futur lointain, Arco, donc 10 ans, qui voyage dans le temps grâce à une combinaison arc-en-ciel et qui se retrouve par mégarde très loin de chez lui dans tous les sens du terme, loin dans le passé en 2075 où il fait la rencontre de la jeune Iris. Un petit mot rapide sur Hugo Bienvenu puisqu'il fait partie de cette nouvelle génération d'animateurs, de réalisateurs français, mais c'est un touche-à-tout avant tout. Avant de se lancer dans son premier long métrage Arco, il avait déjà réalisé énormément de courts-métrages, de clips, même une mini-série Ant-Man pour Disney Marvel, et puis plusieurs travaux de commande, d'illustration pour différents groupes de presse ou même de marques de luxe. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'arrête pas, qui avait fondé aussi son propre studio et qui avait même participé au renouveau de Métal Hurlant en 2020, qui avait réalisé d'ailleurs la première couverture de cette nouvelle mouture de Métal Hurlant. Et c'est assez flagrant justement de voir que dans Arco, il y a cette filiation directe avec Métal Hurlant dans l'idée de faire de la science-fiction pure et dure. Là, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, mais Arco, c'est clairement ça. Que ce soit pour le futur lointain dont vient Arco, qui serait en 2932, un futur certes où on nous présente le fait que la Terre a été ravagée par les eaux, mais où les hommes vivent dans des genres de cités dans les nuages, avec une certaine harmonie retrouvée avec la nature, mais aussi dans le futur de 2075, où on est certes là encore proche de certains événements climatiques, de ce qui peut nous arriver aujourd'hui avec des tempêtes récurrentes, des grands feux, mais malgré tout, on a quand même un environnement qui est assez paisible, où on sent quand même qu'il fait bon vivre, avec des bulles qui se forment autour des maisons, des robots qui font vraiment partie de notre quotidien et qui sont là encore très positifs. C'est le retour quelque part, le monde d'Hugo Bienvenu d'une manière générale est un retour à une certaine science-fiction positive d'une certaine manière,
En tout cas, qui ne cherche pas forcément la dystopie, le cyberpunk, les grandes corporations qui prennent le pouvoir. Non, non, c'est vraiment quand même l'idée de montrer un monde où on a envie de se sentir bien. Et c'est appuyé aussi par un style graphique qui est vraiment propre à Hugo Bienvenu. Et si vous avez vu quelques-unes de ses illustrations, il a aussi fait des pochettes d'albums pour certains artistes. Mais si vous avez vu ne serait-ce qu'un de ses clips ou lu l'une de ses bandes dessinées, puisque j'ai oublié de le préciser, mais c'est aussi un auteur de bande dessinée hyper confirmé. Vous avez peut-être vu passer l'une de ses œuvres les plus connues qui s'appelle Préférence Système, où on retrouve d'ailleurs ces mêmes robots qui jalonnent son œuvre et qui se retrouvent là encore dans Arco. Il y a vraiment une filiation globale dans tout son travail. Et il y a ce que j'adore aussi dans l'animation, particulièrement avec son style à lui, c'est qu'il y a un respect, une volonté d'aller chercher du grain sur l'image. Un côté voilà, vraiment granuleux, de retrouver certaines aspérités sur le design. On n'est pas sur quelque chose de complètement lisse ou sur des grands aplats de couleurs, comme j'ai pu vous en parler hier avec Allah n'est pas obligé ou La mort n'existe pas. Là, c'est beaucoup plus voilà, granuleux. C'est vraiment le mot qui convient. Et on reconnaît immédiatement son style. Et de le voir animé de cette façon-là, avec quand même nettement plus de budget sur ce projet-là, c'est une évidence en fait de voir ce travail qui bouge, qui prend vie et qui fait la synthèse de Métal Hurlant, je l'ai déjà dit, mais aussi forcément d'une certaine époque Amblin, puisque l'idée d'un personnage qui atterrit dans un univers qui n'est pas le sien et qu'une petite fille va aider à faire rentrer chez lui. Forcément, on pense à E.T., on est un petit peu obligé. Mais bon, c'est les influences qui sont encore une fois plutôt saines et qui surtout donnent la tonalité hyper positive de ce récit. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de Arco. C'est vraiment un cocon d'amour et de douceur. Et j'ai pu voir quelques larmes par-ci par-là, entendre quelques petits reniflements. Et je peux le comprendre parce que c'est vraiment une œuvre qui touche au cœur, au plus profond. En ce qui me concerne, ça m'a pas ému jusque-là. Le moment qui m'a presque le plus plu et où là j'ai failli être ému aux larmes, c'est quand on était dans la salle principale de Bonlieu avec l'équipe du film et on avait déjà eu une présentation avant le film avec notamment Hugo, le scénariste, quelques producteurs qui étaient venus sur scène. Mais il y a eu une telle standing ovation à la fin du film que l'équipe est revenue sur scène, et cette fois l'équipe élargie avec, on imagine, énormément d'animateurs qui sont retrouvés sur scène. J'ai fait plusieurs stories là-dessus sur mon compte Instagram, je vous invite à aller jeter un œil. Mais là, j'ai vraiment eu, pour moi, la petite, commencer à avoir les yeux humides de me dire que c'était vraiment ce travail d'équipe qui était récompensé, et cet amour qu'on sent qui a été mis dans le film, à la fois au niveau de l'animation, du scénario, de la patte graphique, et de voir que cet amour a été rendu par le public à l'équipe ici. Enfin voilà, une espèce de synergie et de boucler la boucle. Et c'est exactement ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie de retrouver quand on va dans ce genre de festival, qui plus est à Annecy, où on connaît à la fois l'exigence, mais aussi la bienveillance du public. Et là, vraiment, j'ai retrouvé ça sur ces quelques minutes encapsulées. Et en plus de ça, le film était vraiment hyper plaisant, hyper touchant. C'est vraiment, je pense, vous l'avez compris, mon premier gros coup de cœur de la sélection officielle, puisque voilà, je ne l'ai pas précisé, mais il était en sélection officielle. Et je pense que ça va l'être pour pas mal de monde, à surveiller le prix du public, même si je sais qu'il y a un gros client dont on va parler dans 2 jours, qui a l'air de beaucoup plaire aussi. Amélie et la métaphysique des tubes, pour ne pas le citer. Mais voilà, Arco a vraiment une pièce à jouer, et quand bien même il ne repartirait pas avec le cristal ou autre, c'est clairement un film à surveiller pour, j'espère, la fin d'année. Il n'a pas encore de date de sortie. J'imagine qu'un film comme ça devrait trouver preneur, hein. Il est, pour la petite anecdote, notamment produit par Nathalie Portman via sa société de production Mountain A. Si vous avez la chance d'être à Paris, là encore, il y a toujours des petites séances sauvages comme ça qui s'organisent. C'est marrant, c'est vraiment à surveiller, même pour des films qui n'ont pas de date de sortie officielle. Il sera diffusé au Publicis Cinéma sur les Champs-Élysées le 19 et le 21 juin. Donc vraiment, si vous êtes curieux et si vous êtes dans le coin, sautez sur l'occasion.
C'est un film que je vous recommande chaudement et pour le coup sans ambiguïté. Là, je pense que c'est le plus accessible que j'ai vu pour l'instant de la compétition officielle, qui s'adresse évidemment aux enfants quand on a des personnages principaux qui ont 10 ans, et plus largement à toute la famille. On est vraiment sur un récit de l'ordre de l'universel. Et ça me donne vraiment envie de plonger dans l'univers d'Hugo Bienvenu, dans ses bandes dessinées notamment. Il a fallu que je me retienne très très fort pour ne pas craquer, même avant de voir le film, pour ne pas acheter Préférence Système notamment. Mais j'adore cette patte graphique. Voilà, c'est purement subjectif pour le coup. Mais moi, ça me parle vraiment. Il y a un côté très pop art. On revient aussi à ce grain, à ces couleurs. Et Arco, c'est tout simplement la symbiose de tout ça. Et là, attention, mouillez-vous bien la nuque, hein, puisque sans transition aucune, on passe d'un récit de science-fiction avec des enfants à une énorme pantalonnade trashouille signée Genndy Tartakovsky avec le film Fixed. Et autant vous dire que ça a été sans transition pour moi aussi, puisque j'ai quitté la grande salle de Bonlieu avec un petit peu de retard en plus, hein, puisque la séance a commencé un petit peu en retard, le temps de faire rentrer tout le monde. C'était évidemment complet sur une séance comme ça, vous vous doutez bien. Et puis, eh bien, le fait d'avoir une standing ovation, l'équipe du film qui remonte sur scène ensuite, c'était évidemment pour la bonne cause, hein, c'est pas du tout une critique, bien au contraire, mais voilà, ça a rallongé un petit peu la séance, et derrière, hop, je suis retourné dans la grande salle de Bonlieu pour voir ce Fixed. Qu'est-ce que c'est en 2 mots, un petit pitch rapide? C'est l'histoire de Boule, un chien bâtard plutôt bien dans sa peau, bien dans ses baloches, et qui apprend qu'il va être castré justement, et qui s'offre une dernière nuit de folie avec ses compagnons chiens du quartier. C'est signé, je l'ai dit, par Genndy Tartakovsky. Et si ce nom ne serait-ce que vous parle un tout petit peu, c'est peut-être que vous avez grandi avec lui d'une façon ou d'une autre, puisque c'est le créateur-réalisateur notamment du laboratoire de Dexter. Donc Omelette du fromage, c'est lui notamment. Samurai Jack, la première saison de Clone Wars, ou la première version plutôt de Clone Wars, celle qui a longtemps été indisponible vraiment en 2D, hein, pas la version qu'on connaît un petit peu mieux maintenant en animation 3D. Il est également derrière la série Hotel Transylvania, et puis plus récemment sur Primal, qui abordait déjà, je trouve, un premier tournant vers l'animation adulte, vraiment gorasse et puissante, enfin vraiment de se tourner vers un tout autre public que ce qu'il avait pu faire jusque-là, même si on sentait une certaine impertinence et quand même une certaine volonté de violence quelque part. Mais alors là, sur Fixed, il s'est lâché, mais lâché à un point, je pensais pas qu'il voulait aller aussi loin, mais on est clairement sur du film d'animation pour adultes. Alors là, 100%, il a même fait la blague, hein, il est monté sur scène avant la séance, il a regardé, il a fait je suis en train de voir s'il n'y a pas d'enfants dans la salle. Bon, a priori c'est bon, on devrait pouvoir y aller. Et puis ce qui était très drôle, c'est qu'il s'est lancé dans un début de discours, il a commencé à remercier des gens, etc. Il se perdait un petit peu lui-même dans ses présentations, puis au bout d'un moment, il a fait You know what? Fuck it, j'ai attendu pendant 10 ans pour montrer, pour faire ce foutu film. Et let's watch the movie. Voilà, c'est comme ça qu'il a conclu sa présentation. C'était hyper fun, à l'image du personnage qui a maintenant plus de 50 ans, mais on sent qu'il a toujours une pêche et une énergie quasi punk. Vraiment, il dégage quelque chose, c'est quand même assez fort. Et donc là, il a mis tout ce qu'il a pu dedans, très clairement. C'est classé R, ça ne se cache absolument jamais. De la première à la dernière scène, on est sur l'humour le plus potache et le plus en dessous de la ceinture que j'ai vu depuis très très longtemps. Mais alors que pourtant, je suis pas client d'habitude de ce genre d'humour où je trouve que bah voilà, on est souvent au ras des pâquerettes, voilà, pipi caca prout, c'est vraiment pas mon délire sur le papier. Mais là, j'avoue, je suis rentré dedans avec une super énergie. Toute la salle, d'ailleurs, ou en tout cas une grande partie de la salle, l'était aussi, parce que vraiment, ça n'a pas arrêté de rire du début à la fin. Et c'est vrai que ça débite à la fois de la réplique, mais aussi du timing comique à la minute. Vraiment, ça n'arrête jamais. Il y a beaucoup de choses, voire l'essentiel du film qui tourne quand même autour des baloches, autour du trou de balle, autour de la sexualité et des habitudes des chiens, hein, qui trouvent quand même un pendant très humain. Forcément, on imagine très très bien les parallèles qui peuvent être faits, et c'est clairement pensé comme ça. C'est un prétexte pour faire de la grosse gaudriole qui tâche.
Mais non, j'ai rien à faire. J'avoue que j'ai été vraiment conquis du début à la fin. Ça fait plaisir, je trouve, dans un festival comme ça, d'avoir aussi quelque chose de vraiment, on est sur du décadent complètement. Enfin là, vraiment, c'est le subversif à 1000%, qui ne fait pas semblant, qui ne s'arrête pas en plein milieu, qui fait pas d'autodérision. On n'est pas non plus sur de la référence pop ou je sais pas quoi. C'est vraiment de l'écriture comique, à la fois dans la réalisation et dans les dialogues, pur et dur, avec un casting en plus qui se lâche, mais à fond de balle. On a notamment Idris Elba, Adam Devine, Catherine Hahn au casting vocal. Et tout ça fonctionne du feu de Dieu. C'est vraiment le truc le plus plaisant que j'ai vu et où je me suis marré le plus depuis très très longtemps. Et je suis pas quelqu'un qui rit beaucoup. Ou en tout cas, je suis assez exigeant en termes de comédie. Mais je pense que si on devait faire un podium, un classement des films d'animation humoristique, déjà, j'en ai pas forcément beaucoup en tête, mais celui-là, il va quand même très très loin, surtout en s'adressant à un public clairement adulte. Évidemment, si vous demandez à des enfants ou si on peut faire des vannes très slapstick, ça se retrouve dans énormément de productions. Mais là, on va chercher plus loin. Ça mélange à la fois du Tex Avery aussi dans le dessin, puisqu'on est vraiment sur du dessin à la main 2D presque minimaliste, qui rappelle notamment les cartoons 2D de Cartoon Network, dont Kenny Tartakovsky est l'une des légendes. Il était aussi là hier pour un panel pour célébrer les 25 ans de Cartoon Network. C'est vraiment un des artisans de ce type de dessin animé. Et là, je leur dis, bon voilà, il s'est vraiment lâché, d'autant plus, et ça fait d'autant plus plaisir, et pour lui et pour le film, que le film a eu une gestation ultra compliquée. Il devait être à la base distribué par Warner Bros. Et il a été complètement lâché par le studio, comme ça a été le cas pour énormément de projets Warner Bros. Ces dernières années. Vous avez peut-être entendu parler de Batgirl, qui a été purement et simplement annulé, puisque ça coûtait moins cher au studio de l'annuler et de récupérer notamment des frais d'avocat que de le distribuer. Ça a été aussi la même chose pour un film qui va finalement sortir, qui s'appelle Coyote versus Acme, un autre film d'animation qui sortira l'an prochain. C'était également le cas avec Daffy et Porky, qui est sorti cette année, qui n'est même pas distribué par Warner Bros. Donc il y avait quand même petit problème de distribution et un petit problème de positionnement chez Warner, où ils savaient plus quoi faire en fait de certaines de leurs licences emblématiques, voire certains de leurs auteurs emblématiques, puisque Genndy Tartakovsky il fait vraiment partie de ce qu'on peut appeler des auteurs dans le cinéma d'animation. Et je crois ne pas l'avoir encore dit, mais le film a été finalement récupéré par Netflix et il sortira le 13 août 2025 sur Netflix. Donc autant dire que je me sens quand même très très privilégié d'avoir pu profiter de cette séance dans une énorme salle avec énormément de monde qui était dans une espèce de transe, de liesse, de joie collective. Je pense pas du tout que ça a le même goût quand on regarde ça sur sa télé tout seul. Et encore, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vraiment le truc qui se regarde, qu'on peut lancer comme ça en se disant ouais, pourquoi pas, et vraiment accrocher à 1000% et se retrouver à se marrer tout seul devant sa télé. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite, même si comme moi vous vous dites ah ouais, le pitch de base fait un peu limité, c'est pas trop mon truc, etc. Moi je préfère l'humour un petit peu plus raffiné. Non, faites-vous un kiff. Il y a peu de films d'animation qui vont sortir cette année, je pense, qui ont le potentiel de vous faire autant rire. Donc allez-y et vraiment Genndy Tartakovsky, merci beaucoup. J'ai du rattrapage à faire sur ses œuvres. Il faut que je voie Samurai Jack notamment. Mais il garde la pêche, il garde une envie, un dynamisme, quand bien même tout est contre lui, parce que c'était le cas sur ce film-là. Et franchement, c'est épatant de voir à cet âge-là ce qu'il est encore capable de produire dans un style quand même assez différent. Bravo, ça fait vraiment là, ça m'a fait du bien. C'était la petite bouffée d'air frais sur une semaine où pour l'instant je voyais des trucs ou entre le dépressif ou entre le réflexif, introspectif. Et là non, là c'était vraiment le pur premier degré. On pose le cerveau sur le côté et on se marre vraiment tous ensemble. C'était pile ce dont j'avais besoin pour ce milieu de semaine pour me redonner de l'énergie pour la fin de la journée. 退路を断ったもんだけに大逆転のチャンスが残されてんだよ。大逆転だ。
笑わせんなよ。Petite parenthèse avant d'attaquer le troisième et dernier film de cet épisode, puisque j'ai partagé cette séance de Fixed avec Céline Beauté, que vous connaissez peut-être sous le @JustCéline sur Instagram et TikTok. Une animatrice qui travaille en freelance et qui a bossé justement d'ailleurs pour Cartoon Network et d'autres gros studios comme Pixar et qui a travaillé notamment sur des films Genshin Impact. On s'est calé pendant une petite heure pour une interview carrière sur son ressenti sur le monde de l'animation, sur ses volontés en tant que formatrice, créatrice de contenu, etc. Donc il y avait quand même beaucoup de choses à dire. C'était hyper intéressant. Je la remercie vraiment d'avoir accepté cette interview et je vous la livrerai, je pense, un petit peu après Annecy. Le temps de dérush ça va me prendre un petit peu de temps. Là, je suis vraiment à flux tendu, donc on va laisser Annecy passer, mais je vous livrerai ça, je pense, assez vite et je vous tiendrai bien évidemment au courant sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça. Je sais qu'elle le relayera également sur ses réseaux. Je la remercie, c'était vraiment un super moment et c'est aussi pour ça qu'on vient à Annecy, pour rencontrer des gens avec qui on discute de temps en temps sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça fait plaisir d'arriver à concrétiser ces belles rencontres. Et je lui souhaite bien évidemment une super fin de festival. Le troisième film de cette journée, c'était donc Ausenka, qui, je pense, va être exploité chez nous, même à l'international, sous le titre The Last Blossom. C'est un film japonais signé de Kinoshita Baku, qui réalise lui aussi ici son premier long métrage, mais qui est le réalisateur d'une série dont on m'a pas mal parlé, que je n'ai pas encore rattrapé, mais dont on m'a dit le plus grand bien, qui s'appelle Odd Taxi, que vous connaissez peut-être. Là, il raconte dans son premier long métrage l'histoire d'un ancien yakuza qui purge une peine de prison à perpétuité et qui se replonge dans son passé en discutant avec une fleur qui parle. Voilà, ça ne s'invente pas, mais le récit est vraiment plutôt ancré dans une certaine réalité, pas du tout dans le fantastique ou dans l'absurde ou dans le loufoque, vraiment pas. Je vais être assez court, je pense, là-dessus, puisque le film m'a peut-être pas autant touché que ce qu'il aurait pu. Il faut dire aussi que je l'ai vu à une séance de 22 heures. Je commençais à être un petit peu sur les rotules. J'étais peut-être pas le plus réceptif à ce moment-là. En plus, la salle numéro 2 du Pâté d'Annecy, elle est parfaite ou plutôt diabolique pour ce genre de séance, puisqu'on a les sièges avec le dossier inclinable, le fauteuil qui surélève aussi au niveau des pieds. Bref, j'étais quasiment dans mon canapé, donc clairement ça n'a peut-être pas aidé. J'ai peut-être piqué quelques micro-siestes à un ou deux moments, mais ce n'est vraiment pas contre le film pour le coup, parce que ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on est sur, là encore, une thématique très douce. En fait, ça raconte l'histoire de cet ancien yakuza qui s'installe avec une jeune femme qui a un enfant qui n'est pas le sien, qu'il la rencontre alors elle est enceinte, et on comprend qu'il a un passé assez trouble, qu'il a des rapports avec la mafia locale, hein, que c'est clairement un ancien yakuza, notamment des rapports assez étranges avec son ancien patron ou son ancien chef de gang. Étrange dans le sens où ils sont assez proches, où lui le respecte énormément et ils vont se lancer tous les deux dans le fameux dernier coup quand une mauvaise nouvelle, un événement tragique va survenir dans la vie de cet ancien yakuza. C'est un film assez lent, assez contemplatif, qui prend vraiment le temps de poser ses personnages. C'est vraiment un film de personnages pour le coup, avec une animation assez dépouillée, je trouve, qui invite à se poser la question du sens de la vie, du sens de la paternité aussi également. Ça fait clairement partie des thématiques majeures du film. Il n'y a pas d'exagération, les personnages sont assez honnêtes. Je pense que c'est le mot que je peux trouver le plus approprié. Il y a une certaine retenue dans la façon de montrer les sentiments, mais ça en fait pas pour autant quelque chose de froid, bien au contraire. Il y a vraiment une tendresse, une douceur, encore une fois, on y revient, un petit peu comme pour Arco, avec un personnage principal taiseux qui en dit peu par la parole, mais qui en fait beaucoup par ses actes et qui rappelle énormément, je trouve, les personnages de Yakuza qui sont chers notamment à Takeshi Kitano, où, voilà, encore une fois, avec très peu de dialogue, mais vraiment par ses actions, il arrive à nous dépeindre des personnages forts. Et là, c'est le cas aussi, je trouve. Il y a une super relation entre
à la fois ce yakuza, son ancien chef, sa compagne, l'enfant de sa compagne aussi, avec lequel il va apprendre à s'attacher, là où au début il le considère pas trop et il ne comprend pas ses réactions qui ne sont pas celles d'un humain traditionnel évidemment. On est plutôt sur une certaine pudeur du côté des sentiments, c'est l'autre versant de l'animation japonaise. Et ça fonctionne aussi très très bien. Alors, je suis pas non plus transporté par le film, il m'a pas conquis plus que ça, mais j'ai aimé cette ambiance globale, cette atmosphère, cette écriture qui, là encore, se tient de bout en bout pour donner une ambiance réconfortante quand même. Ces personnages, ils vivent quand même de sacrées galères. C'est peut-être sur l'aspect visuel où je reste un petit peu sur ma faim. Il y a quelques effets de mise en scène sympathiques, mais c'est clairement pas là-dessus que le film joue. Il ne cherche pas du tout à en mettre plein les yeux. Donc voilà, je ne sais pas s'il sera exploité sous son titre japonais Ausenka, qui est le nom de la plante d'ailleurs avec lequel le personnage dialogue, qui est d'ailleurs un personnage hyper drôle pour le coup, qui est vraiment celui qui manie très bien l'ironie, le cynisme aussi pas mal, qui voilà, met le personnage face à ses contradictions et face à ce qu'il considère comme une vie pourrie, un petit peu gâchée. On se rend compte que finalement non, qu'il a laissé des traces, qu'il a laissé des petites choses, semé des graines pour voilà, sa compagne, pour son fils, pour finalement avoir un héritage qui est plus important que ce qu'on pourrait penser de prime abord. Et donc, pour revenir sur ce que je disais à la base, peut-être qu'il sera exploité sous son titre international, à savoir The Last Blossom. En tout cas, il n'a pas encore de date de sortie chez nous. Donc, à surveiller. Voilà, je vous tiendrai au courant quand j'en saurai plus. Et voilà, c'est tout pour ce troisième récap en direct d'Annecy. On en est pile à la moitié. Voilà, il reste 3 jours. Il me reste également 5 films en compétition officielle à voir sur les 10. Donc vraiment, on est à la mi-temps. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est l'idée que je m'en fais, que le meilleur reste à venir. En tout cas, il y a encore de très très belles choses à voir. Ça commencera dès demain avec un film chinois, un film mexicain et puis un film japonais que j'attends tout particulièrement en séance de minuit. Bien sûr, il faudra être là pour l'épisode 4, demain, même endroit, même heure, à savoir sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict. Abonnez-vous à Animedia, c'est hyper important. Laissez-moi un pouce, un maximum d'étoiles et puis commentez aussi, vous pouvez le faire également sur les plateformes de podcast comme Spotify. Venez laisser un commentaire également sur YouTube, pourquoi pas. Je vous répondrai, je réponds toujours, en tout cas je vois tout, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous également sur les réseaux, que ce soit sur Blue Sky, Instagram où je suis particulièrement actif cette semaine, ou encore sur TikTok où je commence à poster de manière un petit peu plus régulière. En espérant toujours que ce type de contenu vous plaise, moi je suis toujours aussi content d'être là. Je me bute quand même pas mal, hein. Je compte plus mes heures de sommeil à rattraper. Mais voilà, on se reposera la semaine prochaine. Là, on a du très très lourd qui nous attend d'ici à la fin de la semaine. Alors, eh bien, bonne journée à vous. Et on se dit à très vite. Ciao!